Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder dans cette vidéo le début du quatrième chapitre qui porte sur les outils de défense. Nous avons la sécurité physique et logique d'un réseau informatique. Donc nous avons vu dans le chapitre 3 un des outils de défense qui est la cryptographie, qui nous permet d'assurer une sécurité d'un point de vue confidentialité. Nous allons voir maintenant d'autres outils de défense, à savoir comment mettre en place une sécurité physique et logique d'un réseau informatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité ne se résume pas uniquement à la mise en place, par exemple, de logiciels, d'antivirus, etc., ou de chiffrement, donc tout ce qui est purement code et informatique. Il y a aussi un autre aspect de la sécurité qui est la sécurité physique. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment important, car si on bypasse la sécurité physique, on peut aisément bypasser une sécurité logique, même si elle est renforcée. Donc nous allons voir dans cette vidéo uniquement l'aspect physique dans la mise en place d'une politique de sécurité. Nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que la sécurité physique. Donc c'est l'ensemble de moyens et outils physiques qui permettent de protéger et de garantir la sécurité des infrastructures matérielles, comme par exemple mettre en place des salles sécurisées, lieux ouverts au public, des espaces communs de l'entreprise, postes de travail du personnel, etc. Donc ce qu'on peut comprendre depuis cette définition, c'est que la sécurité physique, c'est sécuriser tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Donc on sécurise un accès à un local, on sécurise un équipement, on sécurise une machine, un PC, etc. Donc tout ce qui est physique, tout ce qui peut, tout ce qui est concret. Donc on n'est pas au niveau logiciel, mais on est bel et bien au niveau physique. Nous allons voir maintenant quelques exemples d'intrusion physique. Il y a le crochetage de serrure, il y a la borne de recharge USB publique, il y a l'USB rubber ducky, il y a l'USB killer, il y a l'enregistreur de frappe, ou bien keylogger, il y a l'enregistreur vidéo, il y a la porte dérobée au toit, roof backdooring, et il y a le point d'accès Wi-Fi intrus. Donc nous allons voir en détail tout ce que veut dire ces intrusions-là. Donc ce ne sont que des exemples, il y en a bien sûr d'autres. Alors on va voir en premier lieu le crochetage de serrure. Donc crocheter une serrure veut dire qu'on essaye de l'ouvrir sans avoir la clé, c'est-à-dire qu'on essaye de bypasser l'accès. Donc on essaye d'avoir accès à un local sans être autorisé déjà. Et crocheter une serrure veut dire utiliser des outils spécifique qu'on appelle crochet pour pouvoir l'ouvrir sans bien évidemment la casser. Donc crocheter une serrure veut dire l'ouvrir sans autorisation et sans l'abîmer. Alors nous allons voir comment se fait ce crochetage. Donc tout d'abord il faut comprendre comment fonctionne une serrure. Donc il faut voir le mécanisme à l'intérieur d'une serrure, comment il est. Donc il y a différents mécanismes. Donc il y a les goupilles qu'on appelle goupilles actives, celles qui sont en gris ici. Il y a les goupilles passives, celles qui sont en jaune. Et il y a le ressort. Donc l'objectif, regardez, quand on insère la clé, les goupilles, elles sont alignées. S'il y a un alignement, s'il y a une ligne droite entre les goupilles actives et les goupilles passives, la clé, la serrure peut s'ouvrir. Donc voilà comment fonctionne une serrure à l'intérieur. Donc, si vous avez un autre mécanisme au niveau de ces goupilles, vous aurez une autre clé qui pourra ouvrir cette serrure. Il y a aussi là ce qu'on appelle les ressorts. Voilà. Donc, c'est ce qui permet le mouvement des goupilles. Alors, il y a aussi, si notre serrure elle est difficile à crocheter, c'est-à-dire qu'elle est rouillée par exemple, ou elle n'a pas été utilisée pendant un certain laps de temps, on peut utiliser ce qu'on appelle un lubrifiant. Donc on essaye de lubrifier la serrure pour pouvoir la crocheter. Donc en première étape, on peut dire qu'on doit d'abord voir l'état de la serrure, si elle est rouillée ou pas. Donc si elle est rouillée, on peut essayer de la lubrifier. Si elle ne l'est pas, on peut commencer directement la procédure de crochetage. Donc il faut d'abord se procurer le matériel nécessaire. Donc il nous faut un kit de crochetage professionnel. Ce kit il comprend plusieurs outils. Il y a ce qu'on appelle la clé de tension, celle qui est en noir, et il y a ce qu'on appelle les crochets. Donc il y a différents types de crochets aussi. On peut dire que la clé de tension elle est métallique, elle a un bout évasé comme ici.
Elle est en forme de L ou de Z, donc dans notre cas c'est un L ici, mais il y a celle qui a une forme en Z. À quoi elle sert? On va l'insérer dans la serrure pour appliquer une tension dessus. C'est-à-dire quand on insère, on peut tourner la serrure ou pas. Donc la clé de tension, elle permet d'appliquer une tension au niveau de la serrure. Donc jusqu'à maintenant, on n'est pas en train de parler des goupilles. Pour l'instant, les goupilles, elles ne sont pas alignées. Donc la clé de tension, elle sert uniquement à pivoter ou bien faire bouger un peu la serrure. Quant au crochet, en général, le crochet a un manche qui se raccourcit au bout d'une pointe métallique, comme ici. Elle est fine et légèrement recourbée en son extrémité. Le crochet permet de manipuler les parties internes, c'est-à-dire les goupilles de la serrure. Donc, quand on insère d'abord la clé de tension, on fait pivoter la serrure. Et après cela, on insère le crochet. Quand on insère le crochet, on va essayer finalement d'aligner les goupilles. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir les goupilles passives et actives alignées. Et quand on les a alignées, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir cette serrure. Donc voilà comment ça fonctionne. Regardez comment on insère la clé de tension au niveau de la serrure. Regardez, pour l'instant, quand on ne met pas la clé, les goupilles ne sont pas alignées. Quand on insère la clé de tension, on peut déjà savoir comment tourne la serrure, c'est-à-dire si elle tourne à droite ou bien à gauche. Généralement, quand on l'insère, on peut la faire pivoter un petit peu, soit à gauche, soit à droite. Donc on va déjà savoir quelle est l'orientation de la serrure. Après, on va utiliser le crochet, comme ceci. Le crochet va nous aider à aligner les goupilles. On va essayer de les actionner à l'intérieur, l'une après l'autre. Quand on pousse assez suffisamment une goupille, on ne la sent plus. C'est là qu'on se dit qu'elle est alignée. Donc on procède goupille par goupille, de celle qui est le plus loin vers celle qui est la plus proche. Donc généralement, dans certaines serrures, il y a 5 goupilles, dans certaines, il y a 7, il y a 9, donc tout dépend la serrure qu'on a en possession. Donc plus il y a un fort nombre de goupilles, plus la serrure est plus difficile à crocheter. Donc on fait ça pour chaque goupille. On insère le crochet, on essaye d'aligner goupille par goupille, on essaye de les faire remonter. Et dès qu'on a l'alignement, normalement la serrure elle pourra tourner. On fera tourner via la clé de tension. Donc là on a un alignement. Dès qu'on a l'alignement, si on tourne dans l'orientation correcte, c'est-à-dire à droite ou bien à gauche, donc on est supposé le savoir dès le début quand on insère la clé de tension. À ce moment-là, on peut ouvrir cette porte, on peut ouvrir cette serrure. Donc, comme je l'ai dit, ouvrir une serrure via le crochetage ne veut pas dire la casser. Donc, on n'est pas supposé la casser, mais plutôt l'ouvrir sans avoir en possession la clé. Donc voilà, si on veut résumer toutes les étapes de crochetage de serrure. Donc, un aspirant potentiel peut se munir de ce kit de crochetage et essayer d'ouvrir certaines portes dont il n'est pas autorisé. Nous allons voir maintenant les bornes de recharge USB publiques. Donc une borne de recharge USB publique, c'est un dispositif qui permet de recharger son terminal via un port USB. Donc on les trouve souvent dans les aéroports. Donc vous êtes vous êtes en escale, vous êtes au niveau d'un aéroport et vous avez ces bornes de recharge où vous branchez votre téléphone par exemple via USB et vous le laissez se recharger. Donc ce qu'il y a comme danger au niveau de ces bornes de recharge publiques, c'est que les pirates essaient d'infecter les ports avec des logiciels malveillants, c'est-à-dire que si j'insère mon téléphone, il y aura ce logiciel espion qui essaiera d'installer, d'attaquer toutes les données sensibles stockées dans mon appareil. Donc une borne de recharge publique, a priori on ne sait pas comment elle fonctionne dedans, donc il se peut que ces ports-là ont été infectés par des logiciels malveillants, et donc si on branche comme ça sans le savoir, si on a des données confidentielles au niveau du téléphone, ou bien si on a des configurations ou
des mots de passe, etc., l'attaquant pourra récupérer ces données via les logiciels qu'il a installés au niveau de ces bornes. Donc, comme conseil, il faut éviter d'utiliser ce genre de bornes de recharge USB publique. Une autre intrusion physique, on a l'USB Rubber Ducky. Donc, si vous remarquez, ça ressemble à une clé USB, sauf que cette dernière, elle se comporte comme un clavier une fois branché. Ce clavier-là, il écrit tout seul le code demandé. Donc l'attaquant, au niveau de cette clé, il peut insérer un script malicieux, comme récupération de mots de passe, récupération de configuration Wi-Fi, récupération de données sensibles, etc. Donc dès que vous le branchez, cette clé USB-là va commencer à exécuter son code. Et à chaque fois que vous tapez quelque chose, elle le stocke. Ou bien elle essaie de chercher des données au niveau de votre PC. Donc ce n'est pas une clé USB qui permet le stockage de données comme on connaît, mais c'est un dispositif qui ressemble à une clé USB qui est dangereux. Donc il faut, comme conseil, il faut éviter d'utiliser ou de brancher au niveau de son terminal n'importe quel type de clé USB. Voilà. On a l'USB Killer, donc comme son nom l'indique, Killer veut dire tueur. Donc cette clé USB, c'est pas une clé USB, c'est un dispositif qui ressemble à une clé USB qui ressemble à une clé USB qui détruit les composants physiques de n'importe quel appareil auquel il est connecté. C'est-à-dire que si vous la branchez au niveau de votre PC, elle détruira tous les composants du PC. Elle détruira les condensateurs, etc. Donc comment elle fonctionne? Elle est alimentée directement par le port USB. Donc dès que vous la branchez, elle est alimentée électriquement par le port USB auquel elle est connectée. Ce dernier emmagasine de l'énergie dans ses condensateurs jusqu'à ce qu'ils atteignent une haute tension. Puis il rejette du courant à haute tension dans l'appareil auquel il est branché. C'est-à-dire qu'il renvoie cette charge électrique au niveau de votre équipement. Et s'il fait ça, donc vous aurez certains de vos composants qui seront détruits. Donc vous pouvez avoir votre carte mère détruite. Voilà. Donc c'est très dangereux ce genre de dispositif. Donc comme conseil, il faut toujours ne jamais brancher quelque chose si on n'est pas sûr de sa provenance. Voilà. Ou bien brancher sur un équipement qui n'est pas sensible. Voilà, avoir toujours un équipement qui sert à brancher tout dispositif externe dont on ne connaît pas la source. Mais ne pas brancher sur un équipement qui contient des données sensibles. Nous avons l'enregistreur de frappe ou bien le keylogger. Donc le keylogger, c'est un périphérique espion qui espionne électroniquement l'utilisateur d'un ordinateur. Les cibles de cet outil sont potentiellement variées. Il peut par exemple enregistrer les touches saisies au clavier. Donc un keylogger, c'est un petit dispositif comme vous le voyez ici, regardez. Donc il est branché avant le clavier. Donc voilà la fiche pour le clavier. Et voilà le keylogger. Donc ça c'est pour les ports USB, ça c'est pour les ports série. Il y a aussi des keyloggers qui s'insèrent au niveau du clavier lui-même. Donc ceux-là sont plus difficiles à mettre en place. Si vous êtes par exemple un attaquant et vous voulez mettre en place un keylogger au niveau d'une machine de l'entreprise ou bien du réseau, donc il sera plus difficile de mettre en place ce keylogger que ceux-là. Donc ce que fait ce keylogger, c'est qu'à chaque fois que vous tapez quelque chose, il enregistre. Donc il va enregistrer toutes les frappes au niveau de votre ordinateur. Si vous êtes en train de taper un mot de passe, si vous êtes en train de taper une configuration, etc., ce dernier pourra l'enregistrer et l'envoyer à l'attaquant. On a l'enregistrement vidéo. On connaît tous ce que c'est que l'enregistrement vidéo. Donc généralement on utilise des mini-caméras. Donc elles sont très petites, on ne peut pas les apercevoir. Donc l'attaquant, s'il vient à l'entreprise, si on commence à lui faire visiter le local, etc., il aura une caméra où il pourra filmer tout ce qu'il voit par tous les endroits où il passe. Ces petites caméras, elles sont dissimulées généralement par exemple dans des paires de lunettes, par exemple, dans une horloge murale ou dans une cravate aussi. Elles permettent de filmer en toute discrétion sans éveiller le moindre soupçon. Nous avons la porte dérobée au toit. On peut dire qu'aussi que c'est une sorte de trappe. Donc dans tout local d'une entreprise ou d'une industrie, il existe toujours des portes murales, des trappes au plafond ou conduits d'air. Parfois ce sont des conduits d'air.
Donc un potentiel attaquant peut s'en servir pour passer d'un local à un autre sans avoir à utiliser la porte par exemple. Donc il faut toujours verrouiller ce genre de trappe, même si par exemple c'est des conduits d'air, etc. Donc elles ont été mises en place pour un but précis, mais un attaquant pourra les utiliser pour aller d'une salle à une autre sans avoir l'autorisation. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit les cacher, soit les verrouiller, etc. Donc il faut toujours penser à un mécanisme pour pouvoir les fermer. Nous avons le point d'accès Wi-Fi intrus. Un point d'accès Wi-Fi intrus, c'est un point d'accès sans fil non autorisé, installé sur un réseau sécurisé sans l'autorisation explicite de l'administrateur du réseau. Il est généralement installé soit par un employé mal intentionné, c'est-à-dire c'est quelqu'un de l'entreprise, ou bien un attaquant malveillant, c'est-à-dire quelqu'un qui est externe à l'entreprise. Il peut exécuter différents types d'analyseurs de vulnérabilité et au lieu d'avoir à se trouver physiquement à l'intérieur du réseau, il peut attaquer à distance. Donc comme on a dans l'image, on a le client qui est ici, on a le point d'accès, le réel, donc celui qui existe au niveau de l'entreprise, et on a le point d'accès intrus. Donc ce qu'il y a comme caractéristique, c'est que ce point d'accès par exemple aura un signal plus fort que celui du point d'accès réel. Donc le PC sera attiré par ce point d'accès là, il va essayer de s'y connecter. Ce point d'accès aussi sera public ou ouvert, donc il n'y aura par exemple pas de mot de passe à saisir, etc. Donc si on s'y connecte, l'attaquant pourra à distance exécuter différents types d'analyseurs de vulnérabilité. Donc il fera ça à distance sans se trouver physiquement à l'intérieur du réseau. Donc il installe juste son point d'accès intrus et il s'en va. Donc comme conseil, il faut toujours vérifier tout ce qui se trouve au niveau de l'entreprise, utiliser des détecteurs par exemple de signaux, etc. Donc toujours vérifier s'il y a un nouvel équipement qui est installé ou pas, ou de base interdire d'avoir en possession des équipements externes et les apporter à l'entreprise. Donc après avoir vu certains exemples d'intrusion physique, nous allons voir maintenant comment on peut se défendre contre ces attaques physiques. Nous allons voir comment lutter et se défendre contre les attaques physiques. On a différents mécanismes. Il y a par exemple les caméras à détection de mouvement, il y a la vidéosurveillance, il y a la poudre de détection de vol invisible, il y a l'USB Sync Stop, il y a les badges, les cartes à puce et les données biométriques ainsi que les câbles de sécurité. Nous allons voir en détail tous ces mécanismes-là. On a d'abord la caméra à détection de mouvement. Donc c'est une caméra munie d'un capteur qui permet de détecter les mouvements d'une personne. La prise de vue est déclenchée par un dispositif électronique dès que le capteur détecte une telle variation. Donc dès qu'il y a un mouvement, on déclenche la prise de vue, c'est-à-dire qu'on commence à filmer dès qu'il y a un mouvement. Donc s'il n'y a pas de mouvement, on ne filme pas. Dès qu'il y a un mouvement, et à l'aide de ce dispositif, qui va voir qu'il y a une certaine variation dans le mouvement, il va commencer à filmer. Elle est souvent associée à une alarme et les images enregistrées peuvent être consultées soit en direct, soit en différé. Donc, si on met en place ce genre de caméra, dès qu'il y a un mouvement, on nous signale qu'il y a un mouvement et on commence à nous envoyer les images. Donc, on peut les voir soit en direct, soit en différé. Donc, cette caméra à détection de mouvement permet de détecter s'il y a quelqu'un qui est entré dans un local ou bien il y a quelque chose qui a été volé, etc. Il y a la vidéosurveillance, c'est un système de caméra de transmission d'images disposé dans un espace public ou privé pour surveiller à distance. Il s'agit d'un type de télésurveillance. Les images obtenues avec ce système peuvent être traitées automatiquement et visionnées, puis archivées ou détruites. Donc la vidéosurveillance, c'est filmer tout ce qui se passe au niveau d'un local 24 heures sur 24. Donc on peut les voir soit en réel, soit en différé. On peut les analyser, ou bien les archiver, ou bien les détruire. Il y a la poudre de détection de vol invisible. Donc c'est une poudre incolore et inodore qui permet d'identifier un voleur. Elle est invisible, mais sensible aux rayons UV. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, protéger certains objets qui sont sensibles d'être volés,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va les saupoudrer de cette poudre-là. Donc cette poudre, comme j'ai dit, elle est incolore et inodore, elle est invisible aussi. Mais elle est sensible aux rayons UV. Donc si le voleur prend ces objets-là, c'est-à-dire qu'il aura aussi sur ses mains ou bien sur ses vêtements ou sur n'importe quelle partie de son corps, il aura un peu de cette poudre-là. Et pour identifier un voleur, on va utiliser une lampe au rayon UV qui va détecter si vraiment cette personne-là a touché l'objet ou pas. Donc ça permet de détecter un vol. Et ce qui est bien, c'est que même si on lave la partie avec de l'eau, cette poudre-là ne disparaît pas à 100%. Donc il faudra plusieurs lavages et plusieurs couches de lavage, etc. Donc si on a un objet qui a été volé, si on a quelques suspects, on pourra détecter qui est le voleur en utilisant cette poudre de détection de vol invisible. On a l'USB Sync Stop, donc c'est un dispositif, comme vous voyez, c'est en blanc, qui permet d'empêcher l'échange accidentel des données lorsque on branche son appareil sur un ordinateur étranger ou bien sur une borne de rechargement public. Il y parvient en bloquant les broches de données du câble USB en ne laissant passer que l'énergie. Donc Sync Stop peut être utilisé au niveau des bornes de recharge USB publiques, au niveau des aéroports. Donc au lieu de brancher directement son appareil comme ici, on va brancher d'abord son appareil à USB Sync Stop et on branche USB Sync Stop à la borne. Donc qu'est-ce qu'il fait ce dispositif? Il va bloquer les broches concernant l'échange de données, mais il va uniquement laisser les branches concernant le rechargement passer. C'est-à-dire que notre appareil ne pourra pas être infecté, ou bien un logiciel ne pourra pas accéder. Un logiciel au niveau des bornes ne pourra pas accéder aux données de notre appareil. Donc c'est bon d'avoir cet équipement avec soi si on est au niveau d'un aéroport ou bien dehors si il y a des bornes de rechargement public. Il y a les badges. C'est très intéressant d'utiliser un badge pour identifier les personnes au sein de n'importe quelle institution. Donc si on est au niveau de l'entreprise, tous les gens qui travaillent au niveau de l'entreprise porteront ces badges. Donc ça sera plus facile de repérer une personne intruse. Ça sera celle qui ne porte pas le badge. Donc ça sera une première étape de détection de quelqu'un d'intrus. Voilà. Donc même si on a des visiteurs, on leur met des badges dédiés à eux, des badges visiteurs. Et pour les employés, ils devront toujours porter leur badge sur eux. On peut utiliser une manière d'identification plus forte, comme les cartes à puce. Donc les cartes à puce sont des cartes, on peut dire, intelligentes, qui contiennent un circuit intégré qui permet cette identification plus forte. On insère ces cartes au niveau d'un lecteur de carte à puce et les informations stockées peuvent être lues, mais la modification ne peut se faire uniquement via un logiciel dédié. C'est-à-dire que l'administrateur du système, par exemple, ou un utilisateur privilégié peut le faire. Donc si on a une porte où on veut sécuriser l'accès, c'est-à-dire qu'on autorise uniquement une personne à entrer, donc on mettra comme privilège au niveau de sa carte à puce, il peut entrer. Donc dès qu'on insère la carte, si ce privilège existe, on lui donne accès à la porte. S'il n'a pas ce privilège, il ne pourra pas accéder. Donc c'est une identification plus forte. Il y a plus fort que ça. Il y a les données biométriques, donc, parce qu'une carte elle peut être volée. On peut prendre la carte d'une personne privilégiée et essayer d'entrer, mais via les données biométriques, on ne peut pas tricher. Donc les données biométriques permettent d'identifier une personne de manière unique. On a les empreintes digitales, l'iris de l'œil, etc. Généralement, on les utilise dans des cas où l'identification est plus qu'importante, dans un cas militaire, nucléaire, gouvernemental, etc. Donc pourquoi? Parce que déjà c'est un dispositif assez difficile à mettre en place, c'est coûteux. Donc on privilégie ce genre de système d'identification uniquement dans des cas critiques. Nous avons les câbles de sécurité. Donc un câble de sécurité, c'est un câble anti-vol qui permet de rattacher un ordinateur, par exemple, depuis un orifice. Donc si vous remarquez généralement tous les ordinateurs, il y a un orifice qui a une forme rectangulaire. On branche ce câble au niveau de cet orifice et on le branche à l'autre extrémité
à un objet fixe ou difficile à déplacer. Donc, en utilisant ce câble, on va assurer que notre équipement ne pourra pas être volé. Parmi les câbles les plus utilisés, il y a les câbles développés par Kensington. Donc, c'est des câbles très utilisés de nos jours. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'au niveau de chaque entreprise, tous les PC de bureau, tous les PC qui appartiennent à l'entreprise devraient se voir munis de ces câbles de sécurité. Voilà. Nous allons voir maintenant quelques conseils et bonnes manières pour lutter contre les attaques physiques. Donc, placer les moniteurs et les imprimantes le plus loin possible des fenêtres pour éviter tout risque que ces appareils tombent, etc. Ne laissez jamais de documents ou papiers confidentiels sur le bureau. Verrouillez votre PC lorsque vous ne l'utilisez pas. Toujours avoir ce réflexe de verrouiller son PC. Sous Windows, c'est la touche Windows plus L pour lock. Donc il faut toujours verrouiller son PC même si on se déplace à quelques mètres, on devra toujours le verrouiller. Accompagner, observer et superviser les personnes externes à votre entreprise, c'est très important. Donc si vous avez des étrangers, si vous avez des visiteurs, il faut toujours les accompagner, il faut toujours les surveiller pour éviter que ces derniers soient des attaquants potentiels. N'autorisez jamais la connexion d'appareils étrangers au réseau de l'entreprise. Donc cela pourra éviter la mise en place par exemple d'un point d'accès intrus, comme on l'a vu précédemment. Verrouillez toujours votre bureau lorsque vous partez. Donc fermez toujours à clé votre bureau pour éviter tout risque de vol de papier confidentiel, etc. Donc il faut toujours avoir ces réflexes au niveau de l'entreprise. Mener ou participer à des actions de sensibilisation et formation pour la lutte contre la cybercriminalité. Donc, ce qui pose problème au niveau de la cybercriminalité, c'est que les gens ne sont pas conscients de la gravité des choses. Il y a certaines personnes qui ne sont pas du domaine. Donc, il faut toujours prévoir des formations et des actions de sensibilisation, des affiches par exemple, pour lutter contre la cybercriminalité et pour que les gens prennent conscience que c'est dangereux. Voilà. Donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui collent leur mot de passe au niveau des écrans de leur PC pour s'en souvenir, alors qu'ils ne savent pas que c'est extrêmement dangereux de faire ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un passe, il pourra trouver le mot de passe, etc. Il y a certains qui utilisent des mots de passe très faibles, etc. Donc ça rentre dans le cadre de la sécurité logique. Mais physique, c'est par exemple coller des bouts de papier ou bien ne pas fermer son local, etc. Donc il y a certaines personnes qui ne savent pas que c'est grave, donc il faut toujours faire par exemple des formations et sensibiliser les gens. Et en dernier, il faut toujours être paranoïaque. En sécurité, il faut toujours se poser cette question, est-ce assez sécurisé ou pas? Il faut toujours avoir peur, il faut toujours essayer de trouver mieux. Et il faut pas le faire énormément non plus. Pourquoi ? Parce que ça diminue en termes de disponibilité. Si vous avez tous les locaux qui sont fermés, si vous avez l'utilisation par exemple de mots de passe très forts, on peut les oublier, on se revoit à reformater les PC, etc. Donc il faut être paranoïaque, mais dans les mains. Voilà.